poursuit sur la thématique américaine, évidemment. Joe Biden au premier jour, on en parle avec Arthur Jurus qui nous rejoint à distance, lui aussi, chef économiste de Landolt et compagnie en Suisse également. Bonjour et bienvenue Arthur, merci beaucoup d'être avec nous. Comment est-ce que vous posez les enjeux de la présidence Biden, notamment sur le plan économique et social? Visiblement, Arthur, vous regardez la situation américaine avec un prisme social très important. Oui, la nouvelle administration en fait intervient dans un contexte économique, politique, sanitaire compliqué. La société est divisée. Sur le plan économique, ça se reflète par un marché du travail où les moins qualifiés finalement sont exclus de ce marché. Sur le plan politique, on a vu les élections de novembre avec une forte polarisation dans l'électorat, que ce soit par le type ethnique, par le type d'éducation, par la zone géographique, urbain, rural, et également du point de vue sanitaire, forcément, ceux qui sont les plus vulnérables sont les pauvres. Donc les tensions sociales sont à leur comble. On parlait du siège du Capitole il y a quelques minutes. C'est justement quelque part le paroxysme d'une tendance liée au Trumpisme qui a exacerbé en fait les protestations de masse aux États-Unis, mais qui est une tendance beaucoup plus mondiale qu'américaine. La particularité de ces protestations de masse, qui progressent chaque année d'environ 11% dans le monde depuis une décennie, c'est qu'aux États-Unis, elles sont beaucoup plus visibles parce qu'elles se traduisent par des violences qui sont liées à un taux d'armement de la société civile important. Et donc dans ce contexte, en fait, il y a une première solution que l'administration Biden devra apporter et qui renforce en fait tout l'enjeu autour du plan budgétaire américain. On parle de 1 900 milliards. Mais surtout, c'est la méthode et le fléchage de ces dépenses publiques qui vont être importantes. Sur la méthode, on entendait Janet Yellen hier, la nouvelle secrétaire au Trésor, très probablement, qui disait justement qu'avoir des taux proches de zéro, émettre sur des maturités beaucoup plus longues à 50 ans, c'était peut-être la solution. Ça signifie que la monétisation de la dette fédérale américaine va très probablement s'accélérer en 2021. Et puis sur le fléchage, on distribue des chèques. Alors l'an dernier, on pense à distribuer un nouveau chèque autour des $2 400 prochainement. Et finalement, il y a la thématique du revenu universel qui progressivement se répète et pourrait devenir permanente à terme pour apaiser ces tensions sociales. Et donc au final, l'enjeu de cette administration qui se met en place, c'est avant tout d'une part stabiliser l'économie, puis apaiser les tensions sociales d'autre part. Bon. Quelle chance vous donnez à la réussite de cette stratégie, Arthur? Est-ce que c'est une stratégie, en tout cas, qui réunit les conditions nécessaires, suffisantes, peut-être, pour envisager une sortie par le haut des États-Unis de cette crise sanitaire, économique, sociale, politique? Oui, alors on aura déjà un contexte économique avec une reprise de l'activité qui sera généralisée dans le monde, qui interviendra en milieu d'année très probablement. Sauf si évidemment la pandémie dégénère davantage. Ce qui est important pour les États-Unis aujourd'hui, c'est que 70% du PIB, c'est la consommation privée. Donc c'est le ménage américain. Et il faut que ces dépenses de consommation, elles se matérialisent rapidement. C'est pour ça que l'enjeu du revenu universel n'est pas anodin, par exemple. On a tout un tissu économique qui doit se remettre en place. On a des indicateurs de sentiment qui sont plutôt bien orientés finalement, qui se sont normalisés assez rapidement. Et on a surtout un potentiel de dépenses publiques évidemment très important et un potentiel d'investissement de la part du secteur privé qui existe, qui était négatif depuis 2 ans, qui justifie la décélération progressive de l'activité américaine, mais qui pourrait probablement au mieux fin 2021 légèrement se redresser. En particulier, on a une dynamique qui est très importante, c'est la dynamique sur le marché résidentiel américain. On a un déficit structurel d'offres de logement et ce déficit s'accroît depuis 1 an. Et je crois qu'au-delà de cette reprise cyclique, il y a une thématique importante, ce sont les conditions financières, les taux. Les banques centrales sont engagées à maintenir les taux faibles. Janet Yellen implicitement a bien dit que les taux pourraient même diminuer davantage en fait, puisqu'elle parlait de taux à 0% aux États-Unis. Et ce sont en fait ces conditions financières qui vont vraiment conditionner la vitesse et la sortie de crise pour les États-Unis en particulier. Et donc, ce qu'il faut s'attendre, c'est à ce que ces chocs de taux dont beaucoup de monde discute par rapport à un scénario réflationniste, aujourd'hui devraient avoir une probabilité assez moindre finalement, et surtout que la Fed devrait agir en cas de hausse de ces taux trop importante. Oui, vous dites même sur le moyen long terme, en tout cas, l'inflation reste un mirage, Arthur. C'est vrai que c'est le débat du moment. À court terme, on sait que les effets de base vont jouer, que sans doute on aura une petite bosse peut-être d'inflation, mais effectivement, les investisseurs sont partagés sur le scénario à long terme. Certains estiment que peut-être le cycle qui commence, enfin la nouvelle décennie qui commence cette année sera une décennie inflationniste, comme on ne l'a pas vu au cours des décennies précédentes.
Tout à fait. En fait, on a simplement un environnement d'expansionnisme budgétaire très agressif. Et c'est justifié de s'interroger sur l'impact inflationniste de ces dépenses publiques qui sont pour le moment actuellement illimitées. Ce qu'on observe, et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'on a eu un rebond des anticipations d'inflation en début d'année, mais qui ne sont pas liés à des éventuels stress politiques par rapport aux événements du Capitole ou à des projets de dépenses publiques encore plus agressifs de la part de la nouvelle administration américaine. C'est vraiment l'accord de l'OPEP, la hausse du baril du pétrole, qui ont conduit ces anticipations d'inflation à augmenter et les taux à légèrement se redresser de l'ordre de 20 à 30 points de base. Mais pour autant, la tendance de réflation, elle va prendre beaucoup de temps à arriver, en particulier parce qu'on a une tendance très désinflationniste, surtout en Europe, de manière plus modérée aux États-Unis. On a un marché du travail qui est dégradé, on a une activité qui reste sous son potentiel et en particulier qui restera sous son potentiel pré-Covid. Et ça, ce sont des deux facteurs en fait qui vont maintenir cette tension, cette tendance désinflationniste dans les grandes économies développées. On a effectivement un pic inflationniste, en revanche, qui est attendu, mais qui sera temporaire, d'où le terme de mirage d'inflation. Ouais. Et ce pic inflationniste, il se matérialiserait au second trimestre, à la fin du second trimestre, et ce serait principalement lié à des effets de base liés à la hausse du prix du baril, qui aujourd'hui est entre 50 et 55 $, mais il y a un an était plus proche des 10 $. Et ça veut dire que cet environnement tel que vous le décrivez, Arthur, il laisse encore énormément de marge de manœuvre aux politiques monétaires, à la Fed par exemple? Oui, on est encore une fois dans un ère de bazooka economics, donc on dépense beaucoup, et ces dépenses publiques, on les finance par des conditions financières très avantageuses et par des banques centrales qui vont prendre de plus en plus d'importance en fait sur les marchés. 2020 a été un pas important pour la Réserve fédérale, elle a doublé sa part de détention d'obligations souveraines en dollars. On est passé de 15 à quasiment 30%. En Europe, on est déjà plus avancé, on est beaucoup plus proche des 40-45%. Et au Japon, on a déjà excédé la moitié du marché obligataire. Cette tendance, elle va se poursuivre, elle va s'accentuer. Encore une fois, Janet Yellen l'a précisé hier. Et tout simplement, c'est une tendance globale. Ce n'est pas propre aux États-Unis ou propre à l'administration Biden. C'est vraiment une tendance globale. Les taux faibles, même des taux réels relativement faibles dans les émergents. En Chine, on est à peine positif aujourd'hui. Et surtout, des banques centrales qui vont être toujours plus proactives parce que l'enjeu, en fait, et le risque de choc de taux, il est très important, notamment en termes de stabilité financière et donc aussi pour les investisseurs. Si l'idée du mandat de Joe Biden, avec l'appui de Janet Yellen au Trésor, de Jérôme Powell à la Fed, c'est effectivement de résorber ces inégalités que vous avez pu décrire, sociales, économiques, raciales aux États-Unis, Arthur, est-ce que c'est effectivement un mandat plutôt favorable à Main Street plutôt qu'à Wall Street? Est-ce que c'est ce qu'il faut imaginer, ou est-ce que, au regard quand même des conditions financières, de la liquidité excessive fournie par les banques centrales, forcément les marchés continueront de bien se porter? Alors effectivement, les liquidités, ça reste un fil conducteur pour s'exposer sur les actifs risqués. Est-ce que la nouvelle administration aura un impact plus Main Street que Wall Street? Simplement, il est aujourd'hui peu concevable que la pression fiscale sur les entreprises américaines augmente parce qu'on est à peine en phase de reprise et que ces entreprises, elles apportent de l'emploi aux Américains, et c'est ça aussi l'enjeu majeur pour Main Street. Et simplement sur la problématique de la nouvelle administration, il y a cette problématique des inégalités qui est essentielle, qui crée des tensions sociales, qui exacerbe. Et il y a une problématique qui est beaucoup plus structurelle, c'est qu'en fait, toutes ces manifestations, elles sont en grande partie liées aux nouvelles technologies et à cette capacité à rapidement se réunir. Et ce n'est pas anodin parce que c'est directement lié aux nouvelles générations, aux personnes qui sont nées après les années 80. Et cette part de l'électorat, elle atteindra 25% lors des prochaines élections. Donc ce n'est pas seulement un enjeu social, économique, même s'ils sont prioritaires, c'est aussi un enjeu politique pour les démocrates de préparer la prochaine élection et tout simplement de montrer un bilan plutôt positif pour des nouvelles générations qui, il faut se le rappeler, si on les compare à leurs aînés, démarrent leur carrière professionnelle avec un patrimoine financier, avec un potentiel de croissance de leur patrimoine qui est 4 à 5 fois plus faible que ces mêmes générations dans les années 50.
Et Joe Biden, effectivement, se présente comme un président de transition, hein, effectivement, en espérant une future élection démocrate pour sa succession. Mais il veut vraiment être l'homme qui fera le pont, effectivement, entre voilà, l'ancienne génération démocrate et puis la nouvelle génération démocrate qui sera amenée à prendre la relève. Vous nous redonnez ce chiffre pour conclure, Arthur. Je l'ai vu effectivement dans une note que vous avez publiée récemment. Vous le citiez en début d'entretien. Cette tendance mondiale des protestations de masse qui progresse de 11% par an depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je ne savais même pas qu'on mesurait ça, Arthur. Hein. Mais c'est un phénomène visiblement auquel vous accordez pas mal d'importance. Oui, alors tout simplement, c'est le nombre de manifestations qu'on recense dans les différentes villes dans le monde, dans les régions. C'est 11% en moyenne à l'échelle mondiale. À l'échelle régionale, c'est encore plus important en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et forcément, c'est important finalement d'avoir ce recul parce que ça montre que l'actualité qui a été très animée en termes de manifestations l'an dernier aux États-Unis par rapport à l'événement du Black Lives Matter par exemple et en début d'année par rapport au siège du Capitole, ce ne sont pas des manifestations, des tensions sociales qui sont vraiment propres aux États-Unis. Ouais. Ça se retrace partout dans le monde. On a parlé d'Hong Kong aussi l'an dernier. C'est exactement ce type d'événement qui ressort régulièrement. En Europe, on a eu la Biélorussie dès le 2 janvier. Et c'est vraiment un phénomène mondial qui est un peu plus perceptible aux États-Unis parce qu'on a encore une fois cette problématique de l'armement et donc des craintes en termes de sécurité qui sont plus fortes. Et c'est une tendance qui est vraiment structurelle, qui va continuer, qui va persister. Et donc forcément, les politiciens seront beaucoup plus à même de devoir répondre à ces manifestations à court terme. Merci beaucoup Arthur pour vos remarques, vos analyses, cette remise en perspective des enjeux du mandat Biden. Arthur Jurus qui était avec nous à distance en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de Landolt et compagnie. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.